Lyon, un dimanche de janvier. Le brouillard stagnait sur la Saône, une nappe de grisaille épaisse qui semblait vouloir étouffer les cris des mouettes. Dans le 2e arrondissement, l'appartement de mes parents respirait cette odeur de cire d'abeille et de rôti dominical qui, d'ordinaire, m'apaisait. Aujourd'hui, l'air me paraissait saturé, presque solide. Mon père était assis dans son fauteuil Voltaire, un vestige d'une autorité qu'il ne remettait jamais en question. Ma mère, vêtue d'un twinset en cachemire gris perle, lissait nerveusement la nappe en lin. Leurs regards ne se croisaient pas. « Ta sœur doit 2400 € à ses fournisseurs, Margot », commença mon père d'une voix aussi plate que s'il demandait qu'on lui passe le sel. « C'est toi qui paies. Ou alors, considère que tu n'as plus de famille. » Le silence qui suivit fut tranchant. Je sentais le contact de mon manteau en laine bouillie contre ma peau, une protection dérisoire. Je n'avais pas encore ôté mes gants de cuir fin, comme si mon corps savait, avant mon esprit, que je ne ferais que passer. « Ce n'est pas une demande, papa ?» articulai-je, ma voix résonnant étrangement dans le salon au plafond. « C'est une solution », répondit-il en fixant un point invisible au-dessus de ma tête. « Chloé a eu des revers avec son institut de beauté à la Confluence. Nous avons tous fait des sacrifices. C'est ton tour. Nous lavons le linge sale en famille, Margot. C'est le prix de la paix. » Je regardais ma mère. Elle fixait ses mains, ses doigts longs et soignés qui ne portaient que son alliance. Elle ne dit rien. Ce silence était une trahison plus profonde que les mots de mon père. Dans cette pièce où j'avais grandi, j'étais soudain devenue une intruse, une simple ligne de crédit dans leur bilan émotionnel. « Alors non », dis-je simplement. Je fis demi-tour sans un bruit de plus. Mes talons claquèrent sur le parquet en point de Hongrie, un son sec, définitif. Je descendis les escaliers de pierre de l'immeuble haussmannien, le cœur battant une chamade sourde. Dehors, le froid de Lyon me cingla le visage, mais il me sembla plus honnête que la chaleur de leur salle à manger. Le trajet vers mon propre appartement, un studio minimaliste sur les pentes de la Croix-Rousse, se fit dans un état de transe. Mes mains, crispées sur le volant de cuir de ma voiture, ne tremblaient pas encore. Une fois chez moi, je ne retirai même pas mon manteau. L'obscurité tombait déjà sur la ville. Je m'assis à ma table de travail, celle que j'avais achetée avec mon premier salaire de responsable marketing, loin de leur aide, loin de leurs conditions. J'allumai mon ordinateur. Une intuition glacée me parcourait l'échine, une de ces certitudes qu'on préférerait ignorer. Je me connectai à mon interface bancaire, puis au site de surveillance de crédit que j'utilisais par pur professionnalisme. L'écran s'illumina, projetant une lueur bleutée sur mon visage. Mes yeux parcoururent les chiffres. Mon souffle se bloqua. Ce n'était pas 2400 €. Ce n'était même pas un chiffre que l'on pouvait effacer avec un simple virement. Le score de crédit, d'ordinaire impeccable, s'était effondré. En faisant défiler la liste des créanciers, je vis des noms que je n'avais jamais sollicités. Des banques en ligne, des organismes de crédit à la consommation, des prêts professionnels, tous ouverts avec mon numéro de sécurité sociale, tous liés à une adresse que je connaissais trop bien, celle de mes parents. Le total cumulé s'affichait en bas de page, impitoyable. 240 000 €. Je restais là, dans le noir, seul avec ce chiffre qui représentait la destruction méthodique de mon avenir par ceux-là même qui venaient de me demander une petite faveur pour sauver les apparences. La manipulation était totale, esthétique dans sa cruauté. Je pris mon téléphone. Mes doigts effleurèrent le cuir de la coque. Je n'appelais pas mes parents. J'appelais ma banque. « Allô, service fraude ? C'est Margot Mercier. Je veux signaler une usurpation d'identité massive. » Le silence de mon appartement à la Croix-Rousse était devenu pesant, presque organique. J'avais imprimé chaque page du rapport de crédit. 14 feuillets de papier blanc, encore chauds, qui crachaient une vérité que je n'arrivais pas à digérer. Les noms des banques défilaient, Crédit Lyonnais, BNP, des néobanques aux noms anglicismes. Je passais mes doigts sur les lignes. La texture du papier me paraissait abrasive. 240 000 €. Ce n'était pas une erreur de gestion de Chloé. C'était une architecture. Un monument érigé à ma ruine, brique par brique, signature après signature. On frappa à la porte.
Un code court, précis. Delphine. Elle entra sans dire un mot, déposant un sac de nourriture thaïlandaise sur le comptoir en zinc de ma cuisine. Delphine était ma meilleure amie, mais surtout une directrice des ressources humaines redoutable. Elle avait ce regard clinique qui déshabillait les mensonges. Elle ne m'embrassa pas, elle vit les papiers sur la table et comprit que l'heure n'était pas aux effusions, mais à la stratégie. « Montre-moi », dit-elle simplement, en retirant son trench-coat noir parfaitement ajusté. Elle s'assit, ses lunettes à monture d'écaille glissant sur son nez. Elle parcourut les documents avec une lenteur calculée. Je l'observais. Dans le reflet de la fenêtre, je voyais mon propre visage, pâle, encadré par mes cheveux sombres. J'avais toujours été la fille sérieuse, celle qui portait des tailleurs stricts et qui gérait les budgets de campagne et marketing avec une précision d'horloger. Cette rigueur, qui faisait ma fierté, était devenue l'arme dont il s'était servi contre moi. « Margot, ce n'est pas un problème de caution solidaire », murmura Delphine, ses yeux s'arrêtant sur une ligne spécifique. « Regarde la date de ce prêt professionnel de 87 000 €. C'était il y a 3 ans. Tu n'as jamais signé ça à la Confluence, n'est-ce pas ? J'ai signé pour 45 000 € il y a 4 ans. Papa m'avait dit que c'était une formalité. Un coup de pouce pour le spa de Chloé. Ils ont utilisé tes informations pour refinancer ce prêt sans toi. Et ils en ont ouvert 3 autres. Regarde l'adresse de correspondance pour cette carte de crédit Gold, l'adresse de mes parents, achevai-je dans un souffle. Une nausée familière m'envahit. Je revins brusquement en arrière, un souvenir de mes 16 ans. Mon anniversaire. Un samedi de janvier, déjà. Mon père était rentré avec un vélo de course magnifique, bleu électrique. J'avais cru un instant qu'il était pour moi. Mais il l'avait donné à Chloé, 13 ans, qui le voulait depuis des mois. Toi, Margot, tu es forte. Tu n'as pas besoin de ça pour avancer, m'avait-il dit en me tendant une enveloppe avec un billet de 20 €. J'avais appris ce jour-là, dans le silence de ma chambre d'adolescente, que mon autonomie était leur excuse pour leur négligence. Mais aujourd'hui, ce n'était plus de la négligence. C'était un crime. Ils ont falsifié ma signature, Delphine. Plusieurs fois. Et ils ont utilisé un numéro de téléphone prépayé pour les vérifications bancaires, ajouta-t-elle en pointant un numéro inconnu sur le dossier. C'est méthodique. C'est une trahison en gants de velours, Margot. Très vieux lion. On garde les apparences, on sauve la petite dernière, et on sacrifie l'aînée parce qu'elle est solide. Elle posa sa main sur la mienne. Ses doigts étaient froids, sa poigne ferme. Tu sais ce que tu dois faire. Si tu ne déposes pas plainte pour usurpation d'identité, ces 240 000 € sont à toi. Ta carrière, ton appartement, ta réputation, tout s'évapore. Je pensais à ma mère, à ses mains qui tremblaient sur la nappe en lin. Elle savait. Elle avait toujours su. Elle avait regardé ma vie se faire dévorer pour protéger le sommeil de mon père et les caprices de ma sœur. Je vais les détruire, Delphine. Pas par colère. Par nécessité. Non, corrigea-t-elle avec un sourire sans joie. Tu vas juste leur rendre ce qui leur appartient, leur propre noirceur. Je repris mon téléphone. J'appelai Maître Durand, un avocat spécialisé dans la délinquance financière que Delphine m'avait recommandé. Le rendez-vous fut pris pour le lendemain, 14 h, rue de la République. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restai assise à ma table, regardant les lumières de la ville scintiller à travers la brume. Mon téléphone vibra. Un message de Chloé. « Margot, s'il te plaît, ne sois pas dramatique. Papa est très déçu par ta réaction. On t'aime, tu sais. » Je ne répondis pas. Je glissai le téléphone dans mon sac à main en cuir rigide, le fermant d'un coup sec. Le bruit du loquet résonna comme un coup de feu dans le silence de l'appartement. La guerre des Merciers venait de commencer, et pour la première fois de ma vie, je n'avais aucune intention de négocier. Le mardi matin, Lyon s'était réveillé sous une pluie fine et glaciale, ce genre de crachin qui s'insinue sous les cols des par-dessus. J'avais choisi ma tenue comme on prépare une armure, un tailleur pantalon bleu marine à la coupe impeccable, une chemise en soie ivoire et mes escarpins les plus hauts. Dans le miroir, la femme qui me fixait n'avait rien d'une victime.
Elle avait l'air d'une cadre prête à conclure une fusion-acquisition. Seules mes mains, légèrement trop serrées sur le manche de mon parapluie, trahissaient la tempête intérieure. Le cabinet de Maître Durand se trouvait rue de la République, dans un immeuble aux escaliers monumentaux. L'odeur y était celle du vieux papier, du café serré et du cuir ciré. Une atmosphère de respectabilité qui me fit l'effet d'une gifle. Comment ma famille avait-elle pu salir mon nom dans des endroits aussi feutrés ? Maître Durand m'accueillit. Il avait le regard vif des hommes qui ont vu trop de dossiers et trop de larmes pour être encore surpris. Il étala mes 14 pages sur son bureau en acajou. Madame Mercier, commença-t-il d'une voix de basse, calme et posée. Ce que nous avons ici dépasse la simple négligence. C'est un système de cavalerie financière. Les signatures sur les refinancements, elles sont très proches de la vôtre, mais l'inclinaison des lettres dénote une hésitation. Un expert en écriture n'en fera qu'une bouchée. Il s'arrêta, posant ses mains croisées sur le dossier vert. Mais je dois être honnête avec vous. Une fois que nous aurons déposé plainte pour faux, usage de faux et usurpation d'identité, la machine sera lancée. La brigade financière ne fait pas de sentiments. Votre sœur risque la prison. Vos parents, pour complicité ou recel, risquent gros également. Il n'y aura pas de retour en arrière. Ils n'ont pas hésité à me condamner à une mort civile pour 240 000 €, maître. Pourquoi hésiterais-je à demander justice ? Très bien. Signé ici. Ce geste, d'une simplicité déroutante, fut le plus lourd de ma vie. L'encre noire sur le document officiel me parut plus indélébile que le sang. Le reste de la journée fut une épreuve d'endurance. Au bureau, je dus animer une réunion de lancement pour une marque de cosmétiques de luxe. Je parlais de promesses clients et de transparence tandis que mon téléphone, caché dans mon tiroir, vibrait sans cesse. Mon père, 4 appels. Chloé, 6 messages. Le soir, alors que je rentrais chez moi, épuisée, je trouvais ma mère devant ma porte. Elle n'avait pas prévenu. Elle se tenait là, dans le couloir sombre, son sac à main de marque serré contre elle comme un bouclier. Margot, enfin. Pourquoi ne réponds-tu pas ? Ton père est dans un état lamentable. Je déverrouillai la porte et la laissai entrer. Elle inspecta mon appartement du regard, cette habitude de vérifier que tout était convenable. Elle s'assit sur le bord de mon canapé, refusant d'enlever son manteau. Margot, écoute-moi. Chloé a fait une bêtise. Elle a eu peur. Elle a cru qu'elle pourrait rembourser avant que tu ne t'en aperçoives. C'est la famille, ma chérie. On ne peut pas laisser la police entrer dans nos vies. Imagine le scandale à Lyon. Je sentis une chaleur acide monter dans ma poitrine. Le scandale. C'était tout ce qui comptait. Pas mon crédit détruit, pas ma confiance piétinée. Juste le qu'en dira-t-on entre la place Bellecour et les Brotteaux. Maman, dis-je d'une voix si calme qu'elle en parut glaciale. Depuis combien de temps le sais-tu ? Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Ses yeux cherchèrent une issue sur le plafond, puis sur ses mains. Ce silence, ce même silence qu'à la table du déjeuner dominical, fut sa réponse. Tu savais pour le refinancement il y a 2 ans, n'est-ce pas ? Et tu l'as laissé continuer. Tu as regardé ta fille aînée se faire dépouiller pour que la cadette n'ait pas à assumer ses échecs. Nous voulions juste que tout le monde soit heureux, Margot, balbutia-t-elle, les larmes aux yeux. Non. Vous vouliez que Chloé soit heureuse. Moi, vous m'avez simplement utilisée comme une ressource inépuisable. Parce que je suis solide, c'est ça ? Je me levai et ouvris la porte d'entrée. J'ai déposé plainte cet après-midi. La brigade financière va bientôt contacter Chloé et papa. Le visage de ma mère se décomposa. La panique remplaça la condescendance. Elle se leva, ses mains tremblantes cherchant mon bras. Margot, non. Tu ne peux pas. C'est ta sœur. C'est ton père. Tu vas les détruire. C'est déjà fait, maman. Ils se sont détruits le jour où ils ont décidé que mon nom ne m'appartenait plus. Pars, maintenant. Elle sortit en pleurant, ses sanglots étouffés résonnant dans la cage d'escalier. Je refermai la porte et m'appuyai contre le bois froid. J'aurais dû me sentir triomphante, ou au moins soulagée.
Mais je ne ressentais qu'un vide immense, une solitude aussi tranchante qu'un rasoir. Je pris mon dossier, m'assis par terre et commençai à trier les relevés bancaires pour Maître Durand. Je ne pleurais pas. J'organisais. C'était ma seule défense. Soudain, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. Un numéro fixe. Je décrochai. Allô? Madame Margot Mercier? Ici l'agent spécial Torres, de la brigade financière de la police nationale. Nous avons reçu votre dossier. Nous aimerions que vous veniez demain matin pour une déposition formelle. Nous avons déjà placé une surveillance sur les comptes de votre sœur. Le piège venait de se refermer. Et cette fois, ce n'était pas moi qui étais à l'intérieur. Le commissariat de la rue du Docteur Bouchu ne ressemblait en rien au salon feutré de la presqu'île. C'était un bâtiment fonctionnel, dépouillé de tout artifice, où l'odeur du café brûlé se mêlait à celle de la poussière et du linoléum froid. Je m'y sentais étrangement à ma place. Dans cet univers de procédures et de faits bruts, mes émotions n'avaient plus cours. Seule la vérité comptait, celle qui s'imprime en noir sur blanc. L'agent spécial Torres m'attendait dans un petit bureau vitré. Elle portait un chemisier de coton blanc boutonné jusqu'au cou, une montre d'homme au poignet et dégageait une autorité tranquille, presque apaisante. « Asseyez-vous, Madame Mercier. » Je m'exécutais, lissant machinalement la jupe crayon de mon tailleur. Je posai devant elle le dossier que j'avais constitué. Maître Durand m'avait prévenu, les enquêteurs apprécient la structure. Et j'avais passé la nuit à transformer ma douleur en une feuille de calcul impeccable. J'ai classé les comptes par ordre chronologique, commencé d'une voix que je voulais la plus stable possible. En rouge, les crédits à la consommation. En bleu, les lignes professionnelles. À la fin, vous trouverez les copies des pièces d'identité utilisées. On y voit mon numéro de sécurité sociale, mais l'adresse de livraison des cartes est systématiquement celle de mes parents. Torres fit défiler les pages. Le bruit du papier que l'on tourne était le seul son dans la pièce. Elle s'arrêta sur une signature falsifiée. « C'est du travail de précision », murmura-t-elle sans lever les yeux. Mais l'adresse IP utilisée pour les demandes en ligne provient d'une box enregistrée au nom de votre sœur, Chloé Mercier. Elle ne s'est même pas cachée derrière un VPN. Elle pensait sans doute que vous ne regarderiez jamais d'aussi près. Elle pensait que j'accepterais de payer le prix du silence, comme je l'ai toujours fait. L'agent Torres leva enfin les yeux vers moi. Il y avait dans son regard une forme de respect clinique, la reconnaissance d'une proie qui avait décidé de devenir prédatrice. Vous comprenez que le parquet va se saisir de l'affaire? Ce n'est plus une simple médiation. C'est un engrenage. Une fois que je lance les réquisitions bancaires, personne, ni vous, ni votre avocat, ni moi, ne pourra arrêter la procédure. C'est exactement ce que je souhaite, agent Torres. Je sortis du commissariat avec une sensation de légèreté vertigineuse. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que mon nom m'appartenait à nouveau. Mais le monde extérieur me rattrapa dès que je franchis le seuil. Mon téléphone s'emballa. Chloé. Encore elle. Mais cette fois, le ton avait changé. Ce n'était plus de la condescendance, c'était de la terreur pure. Margot, réponds-moi. La banque vient d'appeler. Ils ont bloqué tous mes comptes. Je ne peux même plus payer mon loyer. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-leur que c'est une erreur. Maman pleure sans s'arrêter, papa est livide. Tu es en train de nous tuer. On peut s'arranger, je te jure. Je te rendrai tout, centime par centime. Je marchais le long des quais de Saône, le vent froid s'engouffrant dans mon manteau. Leurs cris, leurs larmes, leurs supplications, tout cela glissait sur moi comme l'eau sur les pierres. Ils parlaient de « s'arranger » comme on négocie le prix d'un meuble aux puces du canal. Ils n'avaient toujours pas compris que la dette n'était pas financière. Elle était morale. Le jeudi soir, l'interphone de mon immeuble retentit. Je regardais l'écran. C'était mon père. Il ne m'avait jamais rendu visite ici. Il se tenait dans le hall, les épaules voûtées, son manteau de laine grise semblant soudain trop grand pour lui. Je le laissai monter. Lorsqu'il entra, il ne regarda pas mon appartement. Il ne s'assit pas. Il resta debout, au milieu de la pièce, son chapeau entre les mains.
Margot, murmura-t-il. Arrête ça. Maintenant. C'est trop tard, papa. Rien n'est jamais trop tard en famille. On peut dire que tu t'es trompé de ligne de crédit, que c'était une confusion. On va vendre le studio de la montagne pour rembourser une partie. Chloé va s'excuser. Mais retire cette plainte. Tu te rends compte ? Ta sœur risque d'être fichée, peut-être même condamnée. Elle est jeune, elle a toute la vie devant elle. Et moi, papa ? J'ai 34 ans. Ma vie, vous l'avez vendue aux enchères pour payer les échecs de Chloé. 240 000 €. Tu savais, n'est-ce pas ? Tu savais qu'elle utilisait mon nom quand elle a refinancé son prêt. Il détourna le regard. Ce silence, encore et toujours. C'était son aveu le plus bruyant. Elle avait besoin d'un coup de pouce, Margot. Toi, tu as toujours été la plus forte. On pensait que tu comprendrais. C'est là que vous vous êtes trompé. Ma force n'est pas votre assurance tout risque. Je m'approchai de lui. Je sentais l'odeur de son tabac froid et de l'humidité de la rue. Je posai ma main sur la porte. La police a déjà les preuves. Les adresses IP, les relevés, les signatures. La brigade financière est chez Chloé en ce moment même pour une perquisition. Le visage de mon père se vida de toutes couleurs. Il chancela, s'appuyant contre le mur. Tu as fait ça ? À ta propre sœur ? Non, papa. C'est vous qui avez fait ça. Moi, j'ai juste allumé la lumière dans la pièce. Alors que je le reconduisais à la porte, un nouveau message s'afficha sur mon écran. Ce n'était pas Chloé. C'était agent Torres. Madame Mercier, nous avons trouvé des documents intéressants lors de la perquisition. Il semblerait que votre nom n'ait pas été le seul utilisé. Votre père est également impliqué dans l'ouverture d'un compte offshore au Luxembourg. Nous allons avoir besoin de vous pour une nouvelle déposition. Je regardais le dos de mon père s'éloigner dans le couloir. Le gouffre était bien plus profond que je ne l'avais imaginé. Le dénouement ne ressemblait pas à une explosion, mais à un lent effondrement, comme celui de ces immeubles vétustes que l'on grignote pierre par pierre pour en faire des ruines propres. La brigade financière avait fait son travail. Les preuves étaient là, froides et irréfutables, les transferts vers le Luxembourg, les signatures contrefaites sur des tablettes numériques, les adresses IP traçables jusqu'au salon des Merciers. Le jour du 7e matin après ma visite au commissariat, ils vinrent tous. Ils n'avaient pas prévenu, une dernière tentative de briser mon périmètre de sécurité par la force du nombre. J'entendis le signal de mon visiophone. 5 visages à l'écran, déformés par l'angle de la caméra, mais reconnaissables entre mille. Chloé, les yeux rougis, soutenue par son compagnon Théo, mon père, dont la prestance semblait s'être évaporée, ma mère, dissimulant ses mains dans les poches de son manteau de laine, et tante Paulette, la gardienne des secrets de famille, venue en renfort moral. « Faites-les monter, dis-je au gardien. Je ne les laissai pas dépasser le vestibule. L'espace était étroit, l'éclairage tamisé soulignait les traits tirés et la tension palpable. Chloé fut la première à rompre le silence. Ces mots sortaient en cascade, un mélange de supplications et d'explications confuses sur la pression des fournisseurs, le rêve qui s'écroulait et le temps qu'elle pensait avoir pour tout arranger. « On peut encore tout arrêter, Margot », intervint tante Paulette d'une voix onctueuse, celle qu'elle utilisait pour lisser les scandales lors des mariages. En famille, on trouve toujours une solution. Ton père est prêt à hypothéquer la maison de campagne. On éponge tout, tu retires ta plainte, et on n'en parle plus jamais. Je les regardais un à un. Leurs vêtements soignés, leurs parfums familiers, cette esthétique de la respectabilité lyonnaise qui n'était plus qu'une façade fissurée. Mon père ne me regardait pas. Il fixait le parquet, les mains derrière le dos, comme un homme attendant sa sentence. « C'est trop tard », dis-je enfin. Le mot tomba comme un coup près. Ce n'est pas une menace, c'est un fait juridique. L'affaire est entre les mains de la brigade financière. Les comptes au Luxembourg ont été signalés. Ce n'est plus mon histoire contre la tienne, Chloé. C'est le système contre une fraude organisée. Je ne peux pas retirer une enquête fédérale pour blanchiment et usurpation d'identité, même si je le voulais. Et je ne le veux pas. Chloé s'effondra.
Pas de manière théâtrale, mais un abandon total des muscles, s'asseyant sur le sol de mon couloir, la tête entre les mains. Mon père s'appuya contre le mur, son visage semblant vieillir de 10 ans en quelques secondes. C'était l'image même de la chute de la maison Mercier. Ma mère, qui était restée silencieuse jusque-là, fit un pas vers moi. Elle me regarda droit dans les yeux, sans pleurer. « J'aurais dû te le dire », murmura-t-elle. « Il y a 2 ans, quand j'ai trouvé les premiers documents dans le bureau de ton père. J'ai pensé qu'il s'en occuperait. J'ai eu peur de perdre ce que nous avions construit. Je suis désolée, Margot. C'était la première vérité de ma vie. Elle n'effaçait rien, mais elle rendait l'air plus respirable. Je sais, maman. Maintenant, je vous demande de partir. » 6 mois plus tard. Lyon s'était paré d'une lumière d'hiver cristalline. Je marchais vers la Croix-Rousse pour mon brunch mensuel avec Delphine. Les comptes frauduleux avaient été annulés de mon nom après un marathon administratif épuisant. Mon score de crédit était redevenu impeccable, un chiffre abstrait qui représentait pourtant ma liberté retrouvée. Chloé avait plaidé coupable pour 2 chefs d'accusation. Elle évitait la prison ferme grâce à un accord de plaidoyer et un remboursement échelonné, mais sa réputation dans le milieu des affaires lyonnais était définitivement calcinée. Mon père, lui, faisait l'objet d'un redressement fiscal colossal suite à la découverte des comptes offshore. Ils vivaient toujours dans leur maison de la Presqu'île, mais l'ambiance y était devenue celle d'un mausolée. Je m'assis à notre table habituelle. Delphine m'attendait déjà, un verre de chardonnay à la main, sa chemise en satin noir captant la lumière rasante du matin. « Alors ? » me demanda-t-elle avec ce sourire qui ne jugeait jamais. « Comment tu te sens ? » « Libre, » répondis-je simplement. Elle hocha la tête, sans ajouter de mots inutiles. Le serveur, qui connaissait nos habitudes, apporta nos œufs bénédicts sans que nous ayons besoin de commander. Le cliquetis des couverts, le brouhaha des conversations voisines, l'odeur du café torréfié, tout me paraissait d'une clarté absolue. Quelqu'un m'avait demandé récemment si j'étais en colère contre eux. J'avais pris le temps de réfléchir. La colère, c'est rester lié à la chose qui vous a blessé. C'est lui laisser une place à table. La liberté, c'est quand ce qui s'est passé n'est plus le sujet principal de votre vie. C'est quand vous pouvez regarder le brouillard sur la Saône et ne plus y voir de fantômes. J'ai passé 34 ans à être la fille solide, celle qui ne demande rien et qui répare tout. J'ai dû apprendre à la dure que la loyauté envers ceux qui vous trahissent n'est pas une vertu, c'est une cage. Le café était brûlant. La lumière sur la place de la Croix-Rousse était honnête. Je pris ma tasse à 2 mains, savourant la chaleur de la céramique contre mes paumes. Je n'avais nulle part où aller, personne à sauver, aucun mensonge à porter. Pour la première fois de ma vie, mon nom m'appartenait tout entier.